Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir au nom du quatuor qui ne s'appelle pas Pro Quartetto, c'est en fait le quatuor Scaldis. Pourquoi Scaldis? Parce qu'il a été fondé à Tournai, où passe l'ESCO, tout simplement. Alors, l'idée de départ, c'était de programmer des compositeurs qui ont participé à la Grande Guerre, ou qui ont eu effectivement une implication dans celle-ci. Si on prend par exemple Claude Debussy, il n'a pas été mobilisé, il n'était plus en âge de l'être, mais il a toutefois composé en l'honneur des soldats, notamment des soldats de l'armée belge, et son valeureux roi chevalier, pour ne citer qu'un exemple. Devenu mondial en quelques semaines, cette guerre aura des implications énormes sur toute la société. Et le bruit, le fracas des obus aura également des incidences dans la musique, et la musique classique notamment. Dès le mois d'août, alors que les musiciens qui font partie des corps d'orchestre ou des opéras sont en congé, on les rappelle par centaines, y compris aussi les étudiants des conservatoires, conservatoire de Bruxelles, conservatoire de Paris. Et je prendrai un tout petit exemple, celui d'André de Var, qui est un jeune compositeur flamand, qui est mobilisé et qui est envoyé dans la région d'Ypres, où il est fauché par la mitraille au mois de septembre 1914. Il a laissé quelques œuvres, fort peu, mais je passais quelquefois dans le hall d'entrée du conservatoire de Bruxelles et je remarquais une plaque commémorative avec les noms des jeunes élèves et des professeurs qui avaient subi la guerre, et je voyais ce nom. De plus, il y a un prix qui est décerné au meilleur pianiste de la branche chaque année, et ce prix porte le nom de Var. Et la plupart du temps, du moins avant les commémorations du centenaire, les jeunes étudiants qui recevaient ce prix ne savaient même pas de qui il s'agissait. Donc, à partir du mois d'août, on voit la guerre se propager un petit peu partout. Elle est très mobile, puisque vous savez que les premières troupes à subir l'invasion allemande, ce sont les Belges, qui vont reculer jusqu'au petit reste de territoire belge qui va rester, au fond, indemne. Indemne peut-être pas, mais en tout cas territoire belge. Après, lorsque le front se stabilise, on voit naître, surtout à partir de mi-1915, des concerts à l'arrière du front. Quand je dis arrière, c'est 10-15 km derrière les lignes, et notamment dans un château qui s'appelle Wulveringen, et qui est entre Dixmude et Ypres, et dans lequel on voit l'organisation très régulière de concerts de musique de chambre. Et l'idée nous est rapidement venue de, au fond, reproduire certains de ces concerts, de quatuors notamment. Il faut savoir aussi que la reine Elisabeth travaillait non loin de là, puisqu'elle travaillait à l'hôpital L'Océan, qui est un établissement qui n'existe plus, à La Panne, et qui contenait jusque 2 à 3 000 lits. Donc on soignait les blessés de l'armée belge. Et à l'occasion des dimanches, quelquefois, on organisait aussi des concerts de musique de chambre auxquels la reine participait, puisque vous savez comme moi qu'elle était élève, notamment de Jeanne Isaïe. Pour commencer, eh bien, un compositeur belge, Joseph Jongen, qui a fui la Belgique pour l'Angleterre. Il a fondé l'Elliott String Quartet à Londres, et nous entendons un début de mouvement du deuxième quatuor en la majeure.
Oui. Bien. Lorsque j'ai écrit la première version du livre consacré aux musiciens dans la tourmente, c'était en 1999, pratiquement personne ne s'intéressait à la musique et la Première Guerre mondiale. Il y avait juste eu un ouvrage qui traitait des musiciens populaires, notamment des instruments manufacturés dans les tranchées. C'est le très bel ouvrage signé par Claude Ribouillot. Mais il n'est jamais fait question de musique classique, de compositeurs sérieux dans ce beau livre. Donc je me suis mis à la tâche de manière très libre parce qu'il n'y avait rien. Et il est à constater que dans la plupart des biographies des grands compositeurs, notamment de Maurice Ravel ou Albert Roussel, il n'est pas fait question, on ne parle pas, ou presque pas, de cette période de guerre. Et je parle à l'instant de Maurice Ravel, on sait qu'il n'était pas nécessairement mobilisable, mais le jour où il a vu passer les soldats, il a entendu le tocsin, il s'est dit, moi je dois absolument faire partie de la mêlée. Et à l'insu de sa maman, sa pauvre mère, il est allé à Bayonne, au centre de recrutement. On l'a d'abord refusé parce qu'il lui manquait 2 kilos. Il était assez frêle. Et puis donc il s'est mis à manger. Après quelques mois, il a tout de même été incorporé dans les services de transport. Donc on l'utilisait à transporter les troupes jusqu'à Verdun. Et il a composé, avant sa mobilisation, le célèbre trio. Nous allons, quant à nous limiter à un début de son célèbre quatuor. Ravel nous excusera d'avoir tronqué son magnifique quatuor pour les besoins de l'exposé. Alors, les compositeurs se mettent à écrire
la plupart du temps à l'abri, mais quelquefois très près de l'ennemi. Si je prends André Caplet, qui est un compositeur pas très connu, eh bien, il est dans l'infanterie et il a un petit piano démontable qu'il a installé dans sa Camia. Et lorsqu'il y a des moments de repos, eh bien, il se met à écrire souvent de la musique religieuse ou de la musique de chambre. Parmi les compositeurs qui ont souffert de cette guerre, il y a notamment Enrique Granados, qui a écrit ces magnifiques Goyescas, un opéra qui a été joué aux États-Unis. Et lorsqu'il est revenu des États-Unis, il était embarqué à bord d'un vaisseau, le Sussex, qui le ramenait à Dieppe. Et dans la Manche, ce bateau s'est fait torpiller. Le bateau n'a pas coulé, mais l'épouse de Granados s'est jetée à la mer de peur, et Granados s'est jeté pour aller la sauver, mais ils ont péri tous les deux. On peut encore citer de nombreux civils, notamment Albéric Magnard, qui a voulu défendre sa propriété lorsqu'elle était envahie par les Uhlans. Il y a aussi ces compositeurs marins comme Jean Cras, que nous allons vous interpréter tout à l'heure, un extrait de son magnifique mouvement lent de quatuor à cordes, son unique quatuor. Jean Cras était marin, il commandait un vaisseau dans l'Adriatique, et lui aussi, il s'est fort donné pour la marine de guerre, mais composait à ses heures, il avait un piano dans sa cabine. Nous écoutons maintenant un petit extrait donc, du quatuor de Jean Cras. Thank you.
fracas des obus, les explosions, les soldats veulent se rassurer. Et la musique leur permet d'un petit peu oublier leur quotidien terrible, le fait de penser à la mort de leurs voisins, de leurs camarades, et puis leur propre mort. Il y a aussi, pour passer le temps, la possibilité de confectionner soi-même ou avec l'aide de camarades des instruments de fortune. Alors on utilise les crins des chevaux, des colonels pour fabriquer les mèches d'archer, ou une caisse de violoncelle fabriquée à partir d'une caisse d'obus, comme on peut voir sur la couverture du livre. Donc il y a cette espèce d'échappatoire, et aussi pour les musiciens eux-mêmes, le fait de pouvoir encore un peu pratiquer leur instrument dans ces circonstances. Parce qu'il y a la peur de perdre les facilités. L'armée anglaise s'est impliquée très vite, évidemment, vous le savez mieux que moi, dès le début de la guerre. Ils sont venus au secours des Belges. Et parmi les nombreux compositeurs qui ont été appelés et qui ont parfois payé de leur vie, il y a un compositeur qui est quand même assez connu, qui est Ralph Vaughan Williams, qui était en fait en âge de ne plus être appelé, parce qu'il avait 42 ans, mais un petit peu comme Maurice Ravel, il a voulu être volontaire. Il a été incorporé dans les services de secours, comme ambulancier, alors qu'au début de la guerre, il n'y avait pas d'ambulance. Ils ont attendu d'ailleurs pendant plus d'un an les transporteurs de blessés, qui sont arrivés finalement à la veille de la bataille de la Somme. Et Vaughan Williams compose, ça c'est un élément qu'il faut souligner, de la musique très paisible, contrairement à sa vie, à son quotidien terrible, puisqu'il est il est utilisé donc comme musicien, brancardier, puisque c'est une fonction qui est très répandue dans l'armée française, dans l'armée anglaise. Chez les Anglais, c'est les Stretcher Bearers, c'était SB, ils avaient donc un brassard sur l'uniforme qui les faisait reconnaître par les blessés, etc. Donc il y avait une forme ils se rassuraient, si vous voulez, les soldats blessés en voyant arriver ces musiciens qui, en période de repos, jouaient, agrémentaient un petit peu le quotidien, mais qui allaient à l'arrière des troupes lors des offensives et qui allaient récupérer les soldats blessés. Vaughan Williams écrit une musique paisible, je disais. Il est utilisé près des Coivres, qui est au sud-ouest d'Arras, et donc non loin des tranchées de Carency qui furent terribles, où il y avait petit détail, les soldats allemands étaient empilés parfois par séries de 4, tellement la bataille a été terrible, aussi les collines de Vimy emportées par les soldats canadiens. Eh bien, voilà, il compose Pastoral Symphony, qui est une œuvre très calme, très douce, qui évoque plutôt les paysages paisibles du nord de la France, qui sont finalement pas très éloignés de ceux qu'il connaît dans son propre pays. Nous allons entendre un mouvement relativement gai, un menuet de son second quatuor à cordes.
La bataille de la Somme commence le 1er juillet 1916, et elle voit... c'est un jour noir pour un jour de deuil pour l'Angleterre, puisqu'elle voit disparaître 20 000 hommes, 40 000 sont mis au tapis, et parmi eux des compositeurs. Il y a John Ernest Moran, qui est gravement blessé, et qui est un compositeur qui, à nouveau, écrit de la musique tout à fait paisible, qui lui rappelle son terroir. Nous allons entendre un mouvement entier de son quatuor. C'est donc je disais, un compositeur qui a vécu après la guerre. Il a fort souffert parce qu'il avait été trépané sur place, il avait été mal soigné, et il s'était mis à boire, comme beaucoup de gens qui sont trépanés. Et dans les conditions de la bataille, donc, on peut deviner les difficultés de sa vie ultérieure. Il a composé encore quelques années, et puis voilà, il est mort prématurément, comme bien d'autres. Voilà, nous écoutons ce dernier mouvement du quatuor de Ernest John Moran, qui en a écrit deux.
côté allemand, il y a aussi des compositeurs mobilisés, autrichiens, et notamment le compositeur Pauline de Mitt, qui était soutien de famille. Il venait de perdre son papa au début de la guerre, qui était en fait un compositeur extrêmement doué, parce que Pauline de Mitt savait jouer pratiquement tous les instruments de l'orchestre. Et il est finalement incorporé vers la fin de la guerre. Il se retrouve comme grosse tambour, comme on disait, dans la région d'Alsace, Tagolsheim, où il apprend le décès de Claude Debussy alors qu'il est en train de jouer son quatuor avec des copains soldats. Les Allemands tournent plutôt la guerre quand il s'agit de la mettre en musique en dérision. Je pense par exemple à Arnold Schoenberg qui écrit Die Eiserne Brigade, dans lequel il fait crier les musiciens en même temps que jouer. C'est assez amusant, un quatuor à cordes avec piano. On entend des cris d'animaux. Pour tourner donc cette période qu'il a connue dans le régiment des artistes de Vienne. Parce que les troupes de réserve avaient un nom particulier. Chaque régiment portait un nom particulier, comme dans l'armée anglaise d'ailleurs. Nous allons entendre Minimax, un extrait du mois, qui est écrit pour quatuor à cordes de Paul Hindemith. Et parfois les gens viennent me dire « Mais est-ce que je n'avais pas fait des fautes dans ce morceau ?» Oui, moi aussi, strictement.
Moins réjouissant, c'est par exemple le célèbre opéra d'Alban Berg, Wozzeck, qui raconte la vie de caserne, les péripéties, vécues en partie par le compositeur lui-même lorsqu'il était soldat en 14. Nous allons terminer ce petit voyage à travers les compositeurs de toutes les nations, enfin de toutes, non, il y en a encore bien d'autres qu'on aurait pu vous illustrer et que vous retrouvez dans ce livre. Pour résumer le livre, en fait, c'est 50 biographies de compositeurs, la plupart du temps décédés, hélas, trop tôt pour que puissent se révéler leur talent. Nous allons terminer par le morceau d'un certain Erwin Schulhoff. Schulhoff qui a été 2 fois victime de cette tragédie du XXe siècle, de cette tragédie, puisqu'il a d'abord été incorporé dans l'armée autrichienne et il a combattu dans les montagnes du nord de l'Italie, du côté de Trente, où il a été blessé à la main alors qu'il était lui-même un excellent pianiste, donc ce qui a modifié toute sa carrière par la suite. Et puis, un petit peu après, à l'avènement d'Hitler, il a été pourchassé parce qu'il était à la fois communiste et juif. Il est mort dans un camp de concentration. Donc on va entendre également une musique un peu humoristique qui se moque peut-être des circonstances de la vie, dans un tango. Parce que il était tchèque aussi, c'était un peu un austro-tchèque, pourrait-on dire, un tango à la milonga. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit voyage vous aura plu, très varié, et nous vous invitons à quand même regarder les panneaux qui décrivent les différents aspects de la musique au front, à l'arrière, la propagande, la musique, les chansons, parce qu'elles aussi, on n'en a évidemment pas parlé, mais les chansons évoquent ces circonstances, que ce soit des musiques révolutionnaires, après le chemin des dames, les Français se sont révoltés, et il y a la fameuse chanson de Craonne, mais il y a aussi des musiques de propagande, la pimpolaise, etc. Excusez-moi, pas la pimpolaise, la Madelon.